Alliance On Air, le podcast de l'Alliance française Bangkok. Podcast ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ Bonjour, Sawadee Kha. Bienvenue sur Kolchai, le podcast dédié aux échanges interculturels entre la France et la Thaïlande. ยินดีต้อนรับสู่เข้าใจพอดแคสต์ที่จะทำให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างความเป็นไทยและฝรั่งเศสฟังพอดแคสต์เข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจ Culture Monsieur Jean-Michel Kaufmann, bonjour. Vous êtes au micro de Alliance On Air dans notre studio de l'Alliance française Bangkok. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Mon nom, Jean-Michel Kaufmann. J'ai une longue carrière, disons, à l'étranger, où j'ai travaillé dans ce qu'on appelle un peu vulgairement la diplomatie culturelle. J'ai travaillé en ambassade, j'ai travaillé dans des organismes para-étatiques, et puis j'ai été directeur d'Alliance française aussi, comme vous-même, voilà. Et je suis arrivé au moment de ma retraite et j'ai trouvé le moyen de continuer à travailler à l'étranger dans le domaine culturel en enseignant dans un établissement français qui se trouvait à Pattaya. Et j'ai découvert la Thaïlande et donc cette richesse, cette culture complexe, riche et si diversifiée. Et donc, c'est pendant ces 10 ans, disons, où j'enseignais, et en même temps, je lisais énormément. J'ai plus une connaissance livresque de ce pays qu'une connaissance physique. J'ai peu voyagé, je lis énormément, et je crois avoir plus ou moins compris, disons, ça reste un pays qui est fascinant. Et donc, je me suis mis à écrire dans une revue locale, qui s'est appelée Bonjour, puis qui est devenue ensuite Pattaya Journal. Une fois par mois, je livrais une production, disons, sur l'histoire du Siam et de la Thaïlande. Et c'est ainsi que les éditions Sukha, par le truchement d'autres personnes, ont fait appel à moi en me disant pourquoi ne pas écrire une histoire du Siam et de la Thaïlande. Et ça, c'était en 2023. Alors, j'ai mis quand même plusieurs années pour structurer ce nouveau livre. Et donc, je me suis fait connaître de cette façon-là. Et c'est en proposant ce nouveau livre en compagnie de mon éditeur, chez Monsieur l'ambassadeur, qui était déjà Jean-Claude Poinbeuf, que l'idée de 2025 est apparu et il a, plus ou moins l'idée de faire par écrit, si vous voulez, quelque chose qui marque cette longue histoire des deux nations. Et donc, on a relevé le gant et on s'est mis à écrire. Et donc, en 1 an et demi, on a sorti le nouveau livre dont il est question ici, qui est « France-Thaïlande, une longue histoire ». C'est longue, effectivement, presque 350 ans. Presque 350 ans et en tout cas 340 ans de relations diplomatiques avec quelques interruptions et ensuite 170 ans de relations diplomatiques pérennes. C'est cela. Alors, Monsieur Jean-Michel Kaufmann, quelles sont les différentes phases que l'on peut identifier dans cette histoire de la relation entre nos deux pays ? Là, il est facile de répondre parce que la structure même du livre, c'est en gros les 4 phases principales qui ont bâti cette relation. Je ne peux que les reprendre l'une après l'autre, rapidement, je vais vous dire. Alors, il y a d'abord cette relation, j'allais dire, presque homérique de différentes ambassades à l'époque de Louis XIV qui se sont croisées. Et c'est intéressant parce que c'est presque à l'initiative des Siamois. La première ambassade, qui malheureusement a échoué parce que leur navire a fait naufrage au large, je pense, de Madagascar, c'est eux qui ont initié ce rapprochement avec la France, peut-être sur le conseil des prêtres français qui étaient déjà, les missionnaires qui étaient là et qui vantaient la richesse de Louis XIV et de sa puissance, etc. Les missionnaires, pardon, je me permets de vous interrompre, les missionnaires français étaient là depuis quand ? La première visite a été en 1662. À l'époque, les mers étaient peu accessibles pour les Français parce qu'il y avait donc cette guerre contre la Hollande qui faisait que nous étions persona non grata sur les océans. Ils ont donc mis 2 ans pour arriver jusqu'au Siam. En fait, leur but, c'était d'aller en Chine. Et donc, 1662, c'est enrichi par d'autres missionnaires. Et
effectivement, ils ont eu possibilité de s'entretenir avec le roi, à l'époque c'est le roi Naraï, qui était un roi curieux, qui voulait s'ouvrir au monde, qui s'intéressait. Il avait déjà des relations avec la Perse et il espérait donc peut-être davantage de rapprochement avec l'Occident. Il avait également des relations avec la Chine, par exemple? Alors, régulièrement, la Thaïlande a toujours eu quelques relations avec la Chine. C'est pas illustré par des ambassades ou par des rapprochements plus importants. Non, c'était plutôt l'Occident qui l'attirait. D'accord. Donc, première tentative d'ambassade, partant du Siam et échouant malheureusement, probablement de Madagascar. La deuxième phase? Alors, la deuxième phase, c'est une deuxième ambassade, 2 ans après, qui va en France et qui, là, est reçue par les autorités françaises. Ça n'a pas été une ambassade très marquante, celle-là. Le roi n'était pas sûr que l'ambassade n'était pas arrivée. Vous savez, les difficultés il n'y avait pas Internet à l'époque. Ni téléphone. Voilà. Et donc, une autre ambassade est arrivée en France et là, a convaincu les autorités françaises d'envoyer une ambassade plus structurée. Et celle-là, c'est celle qui nous intéresse parce que c'est le marqueur des relations qui deviendront pérennes. Alors, nous sommes sous le règne du roi Louis XIV. Les ambassades croisées françaises au royaume de Siam et siamoises au royaume de France ont eu lieu. Quelles sont les phases suivantes? Alors, je rappelle que ça s'est assez mal terminé, on en parlera peut-être plus tard. Le Siam s'est fermé, non seulement à l'Occident en général, mais surtout à la France, pendant presque 150 ans. Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que la France s'est réveillée, voyant que le Royaume-Uni avait réussi à signer une relation en 1855, commerciale et d'amitié avec la Thaïlande, avec le Siam, pardon. La France a décidé à ce moment-là d'envoyer un émissaire. Alors, je vous passe les difficultés parce qu'on a changé d'émissaire, etc. Mais en fait, il y a un personnage, on en parlera peut-être plus tard, qui est monsieur de Montigny, Charles de Montigny, qui a marqué par son zèle, ses capacités, et puis peut-être le fait d'être un peu plus ouvert à l'esprit, à la mentalité thaï, disons. Voilà. D'accord. Et donc, dernière phase? Alors, la dernière phase, avant la période moderne, effectivement, cette relation va plus ou moins s'envenimer, tout simplement parce que la France a décidé d'occuper le Vietnam. Il y a eu Touran, puis Saigon, puis ensuite, entre-temps, les Thaïlandais menaient des incursions dans ce qu'on appelle les Sipsom Chao Thai, c'est-à-dire les 12 petits royaumes thaïs du Nord-Vietnam. Vous savez, la région de Dien Bien Phu, ça vous dit quelque chose, qui est à l'ouest du Nord-Vietnam. Ils revendiquaient plus ou moins cette zone, parce que toute personne de culture thaï était considérée comme un pays tributaire. Et il y a eu très vite, avec la France, un antagonisme, une difficulté à vivre ensemble, dans la mesure où les principes étaient très différents. La Thaïlande revendiquait, et même était très susceptible de revendiquer, disons, son influence sur le Laos, sur le Cambodge, sur tous ces peuples qui étaient en parenté et qui étaient proches d'elle. Alors que la France appliquait un principe de nation, des nationalités de l'époque, c'est-à-dire en fait, il nous fallait une frontière, le fleuve Mékong, par exemple, très net, qui sépare les intérêts français des intérêts thaïs. Et c'est ça qui a emmené, disons, des relations très douloureuses. Je cite souvent le coup de Pac Nam, c'est-à-dire où la France avait organisé un blocus sur l'embouchure du fleuve Chao Phraya, et les Thaïs étaient prêts à riposter. Et donc ça a été très difficile. C'était en 1893. On en parlera peut-être un peu plus tard. Ensuite, ça s'est un petit peu calmé et disons que la période qui a suivi où la Thaïlande s'ouvre au monde dès 1910, 1911 et ensuite les relations avec la France, il n'y a plus d'interruption jusqu'à aujourd'hui où les relations sont plutôt très favorables. Alors, au sein de cette longue histoire, pour paraphraser le titre de votre ouvrage, dans cette longue relation émaillée de crise et de détente, quels sont les événements saillants qui sont intéressants à analyser et à remarquer ? Je ne ferai que le citer, parce que là, on ne va pas y revenir, mais il y a effectivement la visite du chevalier de Chaumont. Cette visite, elle est remarquable parce que il y a un peu le panache à la française. Il y a quelqu'un de très rigoureux qui
peut-être influencé par la volonté de Louis XIV de convertir le roi Narai et de faire du Siam une province chrétienne, vous voyez. Ça, plus alors son rigorisme, mais également peut-être son panache, où il impose aux Siamois, disons, d'avoir un protocole extrêmement favorable. Ce panache, c'est un élément important. Ensuite, je passerai directement à la période suivante, et effectivement, la signature du traité d'amitié et de commerce qui a lieu en 1856, qui marque quand même une période vraiment très favorable de part et d'autre. Côté français, M. de Montigny a été merveilleusement reçu avec un faste incroyable, et ensuite, une délégation siamoise a été reçue par Napoléon III en 1861. Vous voyez, ça, c'est une période extrêmement faste. Les événements qui font mal, eh bien, effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a Paknam, qui fait suite d'ailleurs à des escarmouches le long du Mékong. Et donc, les relations ont été quand même assez difficiles. On en arrive ensuite des époques, des moments qui sont intéressants. 1917 plutôt, la Thaïlande se range du côté des Alliés et envoie quelques hommes, enfin moins de 2000, en France, principalement des aviateurs. Et donc, on voit là, si vous voulez, une sorte d'apothéose. La France et la Thaïlande s'entendent très très bien. Un événement qui marque aussi, alors ça fait plaisir aux Français, mais il y a eu, vous savez, des relations entre la France et la Thaïlande, la France étant renommée pour son expertise dans le droit. On a eu quelques étudiants qui ont été envoyés en France. Et là, dans les années 20, 25, 26, parmi les 9 ou 10 étudiants qui étaient en France, ce qui était nouveau, parce qu'en principe, la Thaïlande envoyait surtout les gens au Royaume-Uni. Il fallait la sécurité d'un pays qui avait un roi. Nous étions une république, c'était pas... Mais enfin, et parmi ces étudiants, il y en a 3 qui sont devenus plusieurs fois Premier ministre jusque la deuxième moitié du XXe siècle. Et ces 3-là, il y a Pridi Banomyong, qui est celui qui a œuvré pour la création d'un mini-parti qu'on appelait le Parti du Peuple, Katsa Ratsadom, qui en fait souhaitait passer à un régime constitutionnel. Le deuxième, qui vaut la peine aussi d'être noté, qui est aussi un francophone, c'est Pibun Somkhan. Pibun est devenu le commandant Pibun, un homme nationaliste qui a été ensuite anti-français même, parce que c'est lui qui, justement, en 1940, a voulu récupérer les territoires qui avaient été concédés à la France. Ce personnage, également, a été formé en France. Un troisième, c'est Khuang Apaivong, qui a été 3, peut-être 4 fois, je ne sais plus, Premier ministre de la Thaïlande, y compris après le second conflit mondial. Donc, c'est pas un événement en soi, mais c'est un petit chapelet de choses qui flattent un petit peu l'ego français, quoi. Voilà. Alors, à part ces événements, ces moments historiques qui incarnent cette relation, est-ce qu'on doit signaler, comme vous venez de le faire d'ailleurs, 3 ou 4 personnalités à part ceux qu'on vient de signer? Alors, tous ceux qui ont participé au rapprochement entre les ambassades sous Louis XIV, si vous voulez, cela date un peu. Et donc, ils sont tellement loin de notre façon de penser. Vous savez, il était devenu presque obsessionnel de propager la religion chrétienne. Vous voyez, ça nous dépasse un peu, mais le panache du chevalier de Chaumont. Puis ensuite, dans la dernière ambassade, Simon de la Loubère, qui a écrit un livre en 2 volumes sur la Thaïlande, qui est la première analyse ethnologique, si vous voulez, sur ce pays, qui est remarquable. Ensuite, il y aura, bien sûr, M. de Montigny, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sinon, il y en a un autre, et qui participera directement au moment de crispation entre la France et la Thaïlande, c'est Pavie. Il s'agit d'Auguste Pavie. C'est un homme particulier, singulier, dans la mesure où il a d'abord été envoyé peut-être comme assistant technique, si vous voulez, en Chine. Et là, il a montré un tel zèle qu'il a été promu diplomate. Et effectivement, Guizot, qui était en poste en France à ce moment-là, l'a réutilisé pour la Thaïlande. Alors ce Pavie, il est intéressant à plus d'un titre parce que c'est à la fois un voyageur, un ethnologue, quelqu'un qui est tombé amoureux de la culture khmer, qui a parlé le khmer.
il s'est fait connaître comme étant quelqu'un qui connaissait bien le pays. Alors, on peut quand même le trouver un peu ambivalent, parce que non seulement il s'habillait d'une manière très simple, avec un grand chapeau de paille, avec quelquefois un sarong local, mais en même temps, il s'est montré aussi un artisan fervent de la présence française. Et sinon, bon, moi j'ai un amour un peu particulier pour Pridi Banomyon, qui est un personnage, son surnom lorsqu'il était en France comme étudiant, son surnom c'était le mentor, parce qu'il savait tout sur tout, voilà. Et c'est un merveilleux homme politique, voilà. Alors, nous avons parlé de dates, nous avons parlé chronologie, nous avons parlé d'événements, de personnalités qui ont incarné cette relation, comment dirais-je, parfois complexe avec la Thaïlande. Maintenant, je voudrais parler rapidement des lieux qui incarnent cette relation. Est-ce qu'il y a des lieux particuliers qui illustrent de manière pertinente la relation entre la France et la Thaïlande? Votre question est intéressante. Alors, il y en a beaucoup, mais effectivement. Alors, je commencerai par une petite ville qui est Lopburi, qui est en fait la capitale de cœur du roi Narai. La capitale du royaume de Siam, c'était Ayutthaya. Et donc, Ayutthaya était un petit peu ce Ayodhya à la Thaï. Mais la deuxième capitale, qui était une sorte d'alternative, c'était pour le roi Narai le moyen de ne pas d'être à l'abri de l'aristocratie qui pouvait peut-être lui peser, l'aristocratie thaï. Ensuite, ça lui permettait également d'être beaucoup plus loin de la mer et donc d'une invasion, à tel point que toutes les délégations françaises ont été reçues à Ayutthaya, mais aussitôt après à Lopburi. Et il y avait une maison pour les ambassadeurs, etc. Et c'est donc le premier site qui m'intéresse. Le deuxième site, toujours pour la même époque, c'est Brest. Brest, effectivement, qui est la ville qui a accueilli pour la première fois les ambassadeurs thaïs et effectivement qui ont trouvé même, je pense à Kosapan, qui était l'ambassadeur principal, qui a écrit sur son séjour aux missions étrangères de Paris. Il y a une copie de son travail. Donc Brest, avec Lopburi, côté français, c'est Brest. Ensuite, l'ambassade de France à Bangkok. L'ambassade de France qui a été d'abord prêtée, disons, aux Français en 1856-57, après la signature qui a été transformée. Mais tout s'est passé là à chaque fois. On s'est demandé si elle allait être conservée, si on allait la démolir pour en faire une autre ailleurs. En fait, c'est un haut lieu des relations franco-thaïlandaises. Très bien. Alors, après avoir parlé des lieux, après avoir parlé des personnalités et des événements, quels autres ouvrages pourriez-vous nous recommander pour bien comprendre cette relation ? C'est très difficile de vous répondre parce que, moi j'ai fait un travail de vulgarisation. C'est-à-dire que j'ai lu 50, 100 ouvrages, je ne sais pas combien. Et effectivement, il y a énormément de choses qui ont été écrites, mais sur des points spécifiques, sur des périodes très courtes ou sur des événements. Les gens peuvent très bien se pencher sur mon premier ouvrage, toujours édité par les éditions Sukha, qui est l'histoire du Siam et de la Thaïlande, qui fait un peu le tour de toute l'histoire de la Thaïlande actuelle. Mais en anglais, il y a bien sûr l'ouvrage de Wayad, qui est beaucoup plus savant d'ailleurs que le mien, mais qui est un ouvrage fondamental en anglais sur l'histoire de la Thaïlande. En revanche, sur l'histoire franco-thaïlandaise, écoutez, on va dire que ce livre arrive à point nommé. Excellent. En fait, j'avais un élément de réponse possible et je voulais avoir votre opinion sur le roman de Morgan Sportes, Pour la plus grande gloire de Dieu. Alors écoutez, je regrette de ne pas en avoir parlé dans mon livre sur l'histoire du Siam et de la Thaïlande, parce que je parle d'autres livres d'ailleurs, mais c'est un ouvrage remarquable. C'est un roman historique. Ce n'est pas l'histoire, mais il y a une façon d'appréhender, une justesse et une connaissance, disons, des enjeux de l'époque. Etc. Je trouve que c'est remarquable. Et là, j'incite tout le monde à le retrouver. Il est en livre de poche, il est facile à trouver. On peut l'emprunter d'ailleurs à l'Alliance française. Écoutez, c'est merveilleux. J'en profite de parler de la préface qu'il nous a offerte dans ce livre. Écoutez, j'ai été moi-même étonné
de voir avec quelle justesse il arrive à synthétiser en 2 pages l'essentiel de cette histoire. Moi, je trouve que c'est une préface remarquable. Hein. Oui. Oui, il est assez remarquable, hein, de manière générale. Absolument. Quand on voit l'ampleur des dossiers qu'il traite, la diversité. La diversité des dossiers qu'il traite. Absolument. Moi aussi. Vraiment, il m'impressionne. Oui, absolument. Oui. Vous avez aimé cet épisode? Ne ratez pas le prochain sur Alliance on Air. หากคุณชอบเอพิโซดนี้อย่าพลาดตอนถัดไปที่ Alliance on Air